Dans la première vidéo, on a expliqué ce que c'était que la crise des subprimes. C'est une bulle de l'immobilier américain qui a été amplifiée par le pouvoir de financement des marchés financiers. Donc en 2007-2008, la finance mondiale s'est rendue compte qu'elle s'était empêtrée dans un truc bien dégueu, elle a paniqué et elle s'est tout simplement arrêtée de fonctionner correctement. Ouais, ok, mais t'as l'air de dire que les économistes auraient dû prévoir la crise. Je vois pas bien comment. Ça m'a l'air d'être une crise 100% ultra technico-financiero-relou. Pas de l'économie, quoi. Et pourtant, est-ce que tu te rappelles de l'explication que je t'ai donnée quant à l'explosion de cette bulle? Ouais, c'était une histoire de salaire plus assez élevé pour pouvoir acheter des maisons, je crois. Exact, laisse-moi te remontrer ce petit graphique. On voit bien qu'à partir de la fin des années 90, le prix de l'immobilier augmente de façon exponentielle par rapport au PIB par habitant, donc par rapport au revenu moyen par habitant. Or, on est bien d'accord que le prix des maisons augmente parce que ces maisons s'échangent d'une personne à l'autre. Ouais. Et comme tout le monde achète sa maison à crédit, eh bien pour que ces échanges s'opèrent à des prix toujours plus élevés, il faut bien qu'il y ait toujours plus de dettes. Ouais. Donc voilà un autre graphe qui te montre l'évolution de la dette privée aux États-Unis, c'est-à-dire en gros la somme de la dette des entreprises et des ménages en pourcentage du PIB. Donc ce que ce graphe montre, c'est comment les gens et les entreprises s'endettent par rapport à ce qu'ils gagnent. Donc les gens et les entreprises s'endettent toujours plus par rapport à ce qu'ils gagnent. Et alors ? Et alors, si tu es un économiste et que tu constates ça, les gens et les entreprises s'endettent toujours plus, donc doivent rembourser toujours plus tous les mois, par contre ils ne gagnent pas plus, leurs revenus n'augmentent presque pas, est-ce que tu vas pas te demander si ça va pas finir par péter? Si à un moment donné, ils n'arriveront tout simplement pas à rembourser. Ah bah si, carrément. Regarde un peu comment le graphe évolue quand la crise éclate. Et maintenant, je vais aussi te montrer ce qui s'est passé pendant la plus grande crise économique du XXe siècle, la crise de 1929. Ah oui, là, il y a comme une répétition. Et pourtant, l'analyse de la quantité de dette privée dans une économie n'est absolument pas au programme des principales théories économiques. De quoi? Bon, je crois que j'ai retenu ton attention, on va discuter de tout ça et tu vas voir que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Everything in order, English? I think you'll find it's rather more than just in order, sir. You're now entering the most secure location in the whole of England. Pour bien comprendre, on va devoir expliquer comment fonctionne l'économie du point de vue des théories économiques dominantes actuelles qui sont quand même assez proches, à savoir la vision néoclassique puis la vision des nouveaux keynésiens. Bon, je vais pas avoir le temps de détailler les différences entre les deux, je vais mettre tout ça dans le même panier, désolé d'avance pour les connaisseurs. Mais à qui tu parles là? Je suis pas un connaisseur moi. Donc je vais positionner deux acteurs principaux dans mon économie. Numéro 1, les ménages, composés des travailleurs et des actionnaires. Et puis numéro 2, les entreprises. Les entreprises fabriquent des trucs, c'est la production, et puis les ménages consomment cette production. Et l'État? On va le rajouter ou non? Alors, je pourrais rajouter l'État, c'est vrai, mais la crise des subprimes est une crise financière qui va se jouer entre les ménages, les entreprises et les banques. Donc, pour pas trop alourdir les choses, il y a déjà des tonnes de trucs à expliquer, je vais pas m'intéresser au rôle de l'État dans tout ça. On en parlera quand on évoquera la crise de l'euro. Ouais, c'est toi qui vois, mais j'ai comme l'impression que tu me sous-estimes un peu. Allez, on va voir ça. Alors, comment l'argent circule dans notre économie? Comme il faut bien partir de quelque part, je vais mettre l'argent dans la case entreprise. Tu peux imaginer qu'à la fin de l'année précédente, les entreprises se sont retrouvées avec tout l'argent de l'économie. Évidemment, normalement, il y a toujours de l'argent un peu partout, mais je suis obligé de simplifier, sinon on va rien comprendre. Donc, pour pouvoir fabriquer des choses, les entreprises doivent employer des travailleurs qu'elles vont rémunérer. L'argent qui reste correspond au profit. Ici encore, pour des raisons de simplicité, on va imaginer que tous les profits sont reversés aux propriétaires des entreprises, donc aux actionnaires, sous la forme de dividendes. Les ménages se retrouvent donc avec tout l'argent de l'économie, ce qui leur permet de consommer. Et pouf, tout l'argent se retrouve dans la case entreprise et on peut repartir pour un tour. Non mais attends, là t'es en train de me dire que les actionnaires se payent eux-mêmes en consommant. Oui, de la même manière que les travailleurs se payent eux-mêmes en consommant. Bah, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Si, c'est comme ça que ça marche. Pris dans son ensemble, la somme des revenus de la population correspond à la somme de ce qui est consommé. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des variations de consommation et de revenus au niveau individuel. Ça veut juste dire que si tu imagines que ton revenu baisse de 10 euros, eh bien ça veut dire que le revenu de quelqu'un d'autre a augmenté de 10 euros. Et la croissance dans tout ça? Alors justement, on va y venir, mais ne brûlons pas les étapes. D'abord une précision, les actionnaires possèdent les entreprises et donc ils touchent des dividendes qui correspondent aux profits. Mais attention, n'importe quelle personne qui possède une ou plusieurs actions est un actionnaire. On peut avoir des gens qui sont à la fois actionnaires et travailleurs. Donc ma démarcation entre travailleurs et actionnaires, c'est juste pour illustrer les différentes formes de revenus. Mais il ne s'agit pas nécessairement de différentes personnes. Ah d'accord, j'ai mon boulot d'un côté et j'ai acheté des actions de l'autre, du coup ça fait de moi beaucoup un travailleur et un petit peu un actionnaire. Exactement. Maintenant la croissance. Quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. PIB dont on a déjà largement parlé dans cette vidéo-là.
Sur mon schéma, je vais représenter ce PIB comme la somme de tous les revenus de la population. Ça veut dire que à chaque fois que les entreprises payent des salaires ou des dividendes, eh bien je vais avoir un petit compteur de PIB qui va se déclencher. Ça montre bien que le PIB est un flux d'argent qui se déplace, dans mon cas précis, d'une entreprise vers une personne. On laisse le compteur tourner sur une période donnée, en général c'est une année, puis on le relève, on enregistre le PIB, et puis on remet à zéro pour l'année suivante. Ouais d'accord, le coût du compteur, j'avais jamais pensé à ça, mais il y a un truc qui cloche. Comment ça se fait que tous les revenus sont systématiquement dépensés dans la consommation? Moi perso, j'essaye de jamais dépenser tout mon salaire, je mets toujours un peu de sous de côté. Et où est-ce que tu le mets de côté cet argent? Eh ben sur mon compte épargne à ma banque. Et voilà qui nous permet de faire intervenir notre troisième acteur, le secteur de la finance ou de l'investissement. Et ici, je vais représenter cet acteur au travers des principales entreprises qui le composent, à savoir les banques. Les banques commerciales servent d'intermédiaire entre ceux qui ont trop d'argent, ceux qui n'utilisent pas tous leurs revenus pour consommer, comme toi quand tu ne dépenses pas tout ton salaire, et ceux qui au contraire n'ont pas assez d'argent pour réaliser leurs projets. À ce moment-là, les banques rémunèrent via un certain taux d'intérêt les épargnants qui leur confient leur argent, et elles prêtent ensuite ce même argent aux personnes ou ménages qui ont besoin de fonds pour financer leurs projets, comme acheter une maison ou acheter une voiture par exemple. Et le taux d'intérêt auquel les banques prêtent est supérieur à celui utilisé pour rémunérer les épargnants, non? Tout juste, et c'est comme ça que les banques sont supposées gagner de l'argent. Supposé? Quoi, c'est pas ça en vrai? On en reparlera dans l'épisode suivant. On vient d'introduire les banques commerciales, mais on va également intégrer au schéma les banques d'investissement, les banques d'affaires. Et on a déjà dit dans l'épisode d'avant que bien souvent les banques d'affaires sont les mêmes que les banques commerciales. C'est la même entreprise, mais qui réalise deux activités différentes. Donc au lieu de prêter l'argent de l'épargne aux particuliers, les banques d'investissement prêtent l'argent de l'épargne aux entreprises. Et c'est tout, elles prêtent l'argent de l'épargne aux entreprises, voilà. Et les marchés financiers? Là, je viens de représenter une partie. Le lien qui s'est fait entre les banques d'affaires et les entreprises, c'est aussi ce qu'on appelle le marché primaire, dont on a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ça fait partie des marchés financiers. Les épargnants qui voient leur argent investi sur ce marché primaire, via tout un tas d'intermédiaires financiers, financent les entreprises. Et on est bien d'accord ici qu'il y a deux manières de faire ça. Soit acheter un morceau d'entreprise et devenir actionnaire, soit prêter son argent à une entreprise sous la forme d'une obligation et devenir créancier obligataire. Mais nous ici, on ne va pas faire figurer les achats de nouvelles actions. Tout le financement qui sera transmis aux entreprises le sera sous la forme d'une dette. Pourquoi tu veux pas mettre les achats d'actions? Déjà parce que ça complexifie le système et aussi parce que les entreprises se financent quand même beaucoup plus avec de la dette qu'avec de l'émission de nouvelles actions. Donc, soit je prête mon argent à un autre mec qui veut acheter une maison et je touche un taux d'intérêt, soit je prête mon argent à une entreprise qui veut faire un projet en particulier, j'en sais rien, et là aussi je touche un taux d'intérêt, soit j'achète un morceau d'entreprise et là je touche les profits de l'entreprise via des dividendes. On dirait pas comme ça, mais tu suis en fait. T'inquiète. Ce qui m'amène à une autre précision. On avait divisé la population en deux catégories, les travailleurs et les actionnaires. Sauf que maintenant, il existe une autre forme de revenu qui est perçue sous la forme de taux d'intérêt. Il faut donc créer une nouvelle catégorie. Et on va les appeler les intéressés. Non, on va les appeler les créanciers. Mais surtout, on va faire fusionner les créanciers et les actionnaires pour créer la catégorie des capitalistes. Les capitalistes sont toutes les personnes qui touchent des revenus issus du capital. Capital que l'on définit de deux manières. Soit c'est de l'argent qui travaille pour toi, auquel cas c'est ton argent qui est prêté à quelqu'un qui paye des intérêts, et toi tu touches tout ou partie de ces intérêts, ça dépend du nombre d'intermédiaires qui te séparent de l'emprunteur. Soit le capital c'est un truc qui travaille pour toi. Alors, autant c'était bien clair le coût de l'argent qui travaille pour moi, autant là le truc qui travaille, on comprend moins bien. Finalement, acheter une entreprise, c'est acheter toutes les infrastructures, les machines qui, associées aux travailleurs qui les manient, permettent de créer des marchandises. Ces marchandises, une fois vendues, rapportent de l'argent. Une partie de cet argent sert à rémunérer les travailleurs, c'est le salaire, et puis ce qu'il reste, ce sont les profits qui sont redistribués aux actionnaires. Donc, quelque part, les profits correspondent au travail des machines. Puisqu'il serait débile de considérer rémunérer les machines pour leur travail, comme on le fait pour les travailleurs humains, eh bien, on rémunère à la place ceux qui possèdent les machines, les actionnaires. Ah ouais, c'est sérieux ça? Oui, et ça permet de comprendre que dans la catégorie des capitalistes se trouvent également les personnes qui possèdent une maison ou un appartement et le louent. Les revenus perçus sous la forme de loyer représentent le travail fourni par le bien immobilier. La maison ou l'appartement rend un service de logement. Or, rendre un service, c'est une forme de travail. Comme il serait stupide de rémunérer un appartement pour son travail, eh bien on rémunère celui qui possède l'appartement. Ok, donc voyons voir. Maintenant, si on update ton schéma, on a les travailleurs d'un côté et quoi? Et les capitalistes de l'autre.
Sachant que le terme capitaliste regroupe toutes les personnes qui perçoivent des revenus via le travail de leur argent, ça se matérialise sous la forme d'intérêt, mais ça regroupe aussi les personnes qui perçoivent des revenus issus du travail des biens qu'ils possèdent. Et on peut être capitaliste et travailleur à la fois. Bien sûr, en ayant un travail, quelques actions, un appartement en location et de l'argent sur un compte épargne, tu touches un salaire, des dividendes, des loyers et des intérêts. Tu cumules toutes les formes de revenus, tu es un travailleur et un capitaliste. Wow, donc même avec mes 150 balles sur mon compte épargne, je suis un capitaliste? Tout petit capitaliste, mais un capitaliste quand même. Je suis un capitaliste, mon pote. Bref, voyons donc un peu comment l'argent circule dans notre système. On part des entreprises qui payent des salaires et des dividendes. Je fais intervenir les deux paiements en même temps, comme ça c'est plus simple. Les deux formes de revenus font tourner mon compteur de PIB. Les travailleurs et les capitalistes, donc la population, consomment une partie de ce qu'ils ont gagné. Cet argent est donc de retour chez les entreprises. Mais le reste de l'argent qui a été épargné s'en va vers la case investissement. Ici, une partie de l'argent est prêtée à la population qui en a besoin par l'intermédiaire des banques commerciales. On va donc enregistrer une dette que je vais noter sur le côté. Peu importe qui sont le ou les emprunteurs, cet argent prêté va nécessairement servir à l'achat de quelque chose. Et donc, une fois de plus, l'argent est de retour dans la case entreprise. L'argent qui me reste dans la case investissement va passer par les banques d'affaires. On pourra en utiliser une partie pour acheter des actions nouvellement émises par des entreprises, mais par souci de simplicité, on va dire que tout cet argent est prêté aux entreprises. Du coup, ici encore, j'enregistre une dette sur le côté et l'argent est de retour dans la case entreprise. Eh ben, faut suivre. On vient de faire un tour de circuit. Voyons voir un peu ce qui se passe ensuite. Pour le moment, tout est normal. Les entreprises payent les salaires et les dividendes. Le compteur de PIB se déclenche. Ensuite, les ménages doivent payer les intérêts de la dette. Ce paiement devrait se diriger vers les banques, mais il ne s'agit pas d'argent qui a vocation à être investi. C'est de l'argent qui correspond à un paiement. Les ménages payent le service bancaire qui leur a permis d'avoir accès au crédit. Donc c'est de la consommation. Et comme les banques, au même titre que n'importe quel autre intermédiaire financier, sont des entreprises, eh bien l'argent part vers les entreprises. Ensuite, il faut rembourser une partie de la dette. Ici, c'est de l'argent qui quitte la poche des ménages emprunteurs pour retourner dans la poche des ménages prêteurs. C'est un simple transfert de pouvoir d'achat. Ce n'est pas considéré comme un revenu, donc le PIB n'en tient pas compte. Par contre, une partie de la dette vient d'être remboursée, donc il faut faire diminuer le montant de la dette. Ensuite, les ménages peuvent consommer une partie des revenus restants et investir le reste. Salto arrière, double vrille de la complexité, bonjour. Ah, je t'avais dit qu'il fallait pas que je rajoute l'État. Bien, maintenant, pour pas s'en mêler les pinceaux, on va laisser l'argent de l'investissement là où il est et on va s'intéresser aux entreprises. Elles aussi doivent payer les intérêts de leurs dettes, ainsi que rembourser une partie. D'abord, les intérêts. C'est comme pour les ménages, en fait, les entreprises consomment un service financier. Donc ici, c'est de l'argent qui sort des poches de certaines entreprises pour atterrir dans la poche des entreprises financières. Ensuite, les remboursements, ici, c'est de l'argent qui sort de la poche des entreprises emprunteuses pour s'en aller vers les ménages prêteurs, mais sans passer par la case PIB, puisque c'est pas considéré comme un revenu. Ici encore, on n'oublie pas de prendre en compte le fait qu'une partie de la dette vient d'être remboursée. Et là on a fini, c'est bon, je pense que c'est assez compliqué comme ça, non? On y est presque. On va retourner voir les ménages une seconde puisqu'ils ont de nouveau de l'argent. Ici c'est pas bien compliqué, ils en consomment une partie et le reste s'en va dans la case investissement. Maintenant, côté investissement, on a toujours la même chose qui va se passer. Il y a une partie de l'argent qui va être prêtée aux ménages, et les ménages vont utiliser cet argent pour consommer, et puis le reste va être prêté aux entreprises. Et voilà, ça y est, on a terminé notre tour de circuit. Mais il faut démarrer un nouveau tour de circuit juste pour être sûr d'avoir couvert toutes les possibilités. Ici, il y a une chose que je veux te montrer en particulier. Si on reprend les revenus des banques que j'avais mis de côté, il faut bien voir qu'une partie de ces revenus va servir au paiement des salaires et des dividendes des banquiers, mais une partie seulement. Ah bon? Pourquoi? Parce que le reste, c'est le montant des intérêts qui doit tomber dans la poche des capitalistes qui ont prêté leur argent. Rappelle-toi, les banques ne sont que des intermédiaires. Elles reçoivent les intérêts des emprunteurs, mais elles rémunèrent ensuite les épargnants qui leur ont fait confiance. Donc ici, j'ai d'abord une rémunération des capitalistes sous la forme d'intérêts, et puis ensuite, les banques peuvent payer les salaires et verser les dividendes avec ce qui reste. Au même titre d'ailleurs que mes entreprises normales. Et là, je vais m'arrêter là parce que la suite va énormément ressembler à ce qu'on a déjà vu, mais je vais quand même laisser mon économie faire son troisième tour.
vache, bon, tu me fileras l'animation, hein, parce que là... Et pourquoi tu m'as expliqué tout ça déjà? On a beau avoir un système déjà assez complexe, on peut quand même remarquer des choses simples. On vient de faire 3 tours de circuit. Est-ce que tu remarques pas un truc tout bête? Si, le compteur de PIB a enregistré 1000 à chaque tour. Et quoi d'autre? Je sais pas. Le niveau de la dette est inférieur au PIB. Tu peux voir que si j'additionne le montant de la dette des entreprises avec celui de la dette des ménages, je suis forcément en dessous du PIB. Ce qui est normal parce que à chaque tour de mon économie, les ménages et les entreprises ne peuvent pas s'endetter à hauteur de plus que la somme de tous les revenus de la population. Le cas le plus extrême, ce serait que tous les revenus soient investis. Donc on aurait autant de dettes que de revenus. On ne peut pas avoir plus de dettes que de revenus. Ouais, mais alors du coup, je repense au graphe que tu m'as montré tout à l'heure. Il n'y avait pas plus de dettes que de PIB? Si, mais ça veut rien dire parce que la dette est un stock, pas un flux. Pour l'année suivante, je vais remettre mon compteur de PIB à 0, tandis que la dette, elle, va continuer de s'accumuler. Alors, attends une seconde que je capte. L'idée, c'est que une dette ne se rembourse généralement pas sur un an. Si on imagine que l'année qui vient de s'écouler dans mon exemple, c'est 2016, eh bien, les entreprises et les ménages vont continuer de s'endetter en 2017, 2018, 2019, etc. Mais la dette de 2016, elle sera toujours là parce qu'elle n'aura pas été encore complètement remboursée. Tout dépend de la maturité de la dette ou de l'échéance des prêts, si tu préfères. Donc, si on fait la somme de toutes les dettes d'une économie à un instant T, on peut trouver des trucs très anciens qui ne sont pas encore complètement remboursés. Par contre, le PIB, lui, il ne s'accumule pas, puisqu'on remet le compteur à 0 tous les ans. Donc, a priori, c'est possible d'avoir plus de dettes que de PIB. On en reparlera tout à l'heure. En revanche, le truc qu'il faut remarquer, c'est que si on fait la différence entre le niveau de dette au début de l'année et celui à la fin de l'année, ce montant doit nécessairement être inférieur au PIB. Tu ne peux pas ajouter plus de dettes sur une année qu'il n'y a de revenus. Sinon, il y a un truc qui cloche. Ah oui, ok, compris. En fait, comme dans notre exemple, on est parti d'une dette de 0, on ne peut pas terminer avec une dette au-dessus de 3000. Mais du coup, si on avait commencé avec une dette de, je sais pas moi, 10 000 par exemple, on n'aurait pas pu finir avec une dette de plus de 13 000, c'est ça? Exactement. Donc finalement, est-ce que la quantité de dette dans l'économie a une importance? Eh ben, je serais tenté de dire non. Et oui, d'après le modèle que je viens de construire, la dette n'a aucune importance. C'est de l'argent que les gens se doivent à eux-mêmes. C'est un transfert de pouvoir d'achat entre ceux qui n'ont pas envie de consommer tout de suite et ceux qui au contraire veulent consommer immédiatement. Avant de devenir de la dette, l'argent doit d'abord être le revenu de quelqu'un. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si les gens ne peuvent pas rembourser? Rien du tout. Imagine qu'on ait 3 personnes, A, B et C. A prête 100 à B. B les utilise dans le magasin de C. Maintenant, pour rembourser, B doit trouver un moyen de récupérer l'argent auprès de C. S'il y arrive et qu'il rembourse A, eh bien, le pouvoir d'achat de l'économie est entre les mains de ce dernier. Mais si B ne rembourse pas, alors le pouvoir d'achat de l'économie ne change absolument pas. Il est toujours de 100. Simplement, il est entre les mains de C au lieu d'être dans les mains de A. Donc tout le monde pourrait faire défaut sur ses emprunts, ça n'aurait aucun impact. Théoriquement, à l'échelle de l'économie dans son ensemble, tout ce que ça ferait, c'est redistribuer le pouvoir d'achat. Mais rien d'autre. L'argent ne disparaît pas. Mais et les banques, elles feraient pas faillite? Ah, c'est ça le vrai problème. Parce qu'en fait, A ne prête pas directement à B. A dépose ses sous sur son compte en banque et c'est la banque qui prête à B. Quand B ne peut pas rembourser, la banque est toujours supposée rendre son argent à A. Donc quand A vient réclamer son dû, la banque ne peut pas payer et elle fait faillite. Ce qui explique la faillite des banques pendant la crise des subprimes. D'après ce modèle, oui. Mais alors du coup, je sais plus trop où j'en suis là. On a montré que la quantité de dette n'a pas d'importance, que c'est de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes. Et d'un autre côté, on a montré que si les gens ne remboursent pas, les banques tombent. Je suis pas sûr de comprendre où tu veux en venir en fait. Ah, bah c'est parce qu'on n'a pas fini. La prochaine question c'est, en se basant sur ce modèle, comment est-ce qu'on réussit à faire plus de PIB en 2017 qu'en 2016? On va augmenter les salaires ou les dividendes? Pourtant, tu as bien remarqué que dans mon exemple, on a fait 3 tours de circuit en faisant 1000 à chaque tour. Est-ce que tu crois qu'on peut faire plus que 1000? Ah, bah non. En fait, 1000, c'est la quantité de monnaie dans mon économie. C'est ce qu'on appelle la masse monétaire. D'après ce modèle, il est impossible de faire un tour de circuit sans incrémenter le compteur de PIB de ce montant de masse monétaire. Autrement dit, si j'augmente les salaires de 800 à 850, eh bien je diminue nécessairement le montant des dividendes de 200 à 150. Ah ouais, donc on peut pas faire de croissance en fait. Si, il faut se débrouiller pour faire un tour de circuit supplémentaire. Il faut accélérer la vitesse de circulation de l'argent. Si on arrive à faire 4 tours en 2017, alors on aura un PIB de 4000 au lieu de 3000. Oh, c'est possible de faire ça? C'est possible. La vitesse de circulation de la monnaie n'est pas une constante, elle peut augmenter ou diminuer. Mais il faut bien comprendre que mon exemple est super simplifié. En réalité, l'argent ne démarre pas dans la case entreprise. L'argent est partout dans le système en même temps. Certaines sommes d'argent circulent plus rapidement que d'autres. Tu vas en avoir qui vont faire 5 tours dans l'année quand d'autres n'en feront qu'un. D'ailleurs, on ne peut pas mesurer la vitesse de circulation de chaque euro ou dollar dans une économie. On peut juste déduire la moyenne du total. On connaît le PIB, on connaît la masse monétaire, donc on connaît la vitesse moyenne de circulation de la monnaie. Mais alors ça veut dire que pour faire de la croissance, il faut nécessairement augmenter la vitesse de circulation de l'argent? J'avais jamais entendu parler de ça. C'est une méthode, mais il y en a une autre.
augmenter la masse monétaire, injecter du nouvel argent dans le système. Ah, je me doutais bien qu'on allait venir. Bien, ici je vais faire un petit rappel, mais je t'encourage à aller voir les 2 vidéos sur la création monétaire si c'est pas clair. Au début de l'histoire, on a une banque centrale comme la Fed, la Banque d'Angleterre ou la BCE qui crée ce qu'on appelle de la monnaie centrale. Cette monnaie est en partie utilisée par nous tous, ce sont les pièces et les billets, et en partie utilisée par les banques. Ici, il s'agit d'une version électronique de la monnaie centrale que nous ne manipulons jamais. Ensuite, les banques vont créer leur propre monnaie, qu'on appelle la monnaie scripturale, et qui représente environ 90% de la monnaie qu'on utilise tous les jours. Les salaires, les impôts, quand tu payes par carte, par virement, par chèque, tout ça, c'est de la monnaie scripturale. Le processus de création de cette monnaie est tout simple. Quand tu vas voir ta banque pour obtenir un prêt, la banque a le choix entre soit te prêter de l'argent qui existe déjà, ce qui était exactement ce qui se passait dans notre modèle jusqu'ici, ou créer du nouvel argent. Autrement dit, inscrire sur ton compte que pouf, ça y est, te voilà plus riche de 100 000 euros. Mais ces 100 000 euros ne sont pas empruntés à un autre ménage, ils sont tout simplement créés. Les banques ne peuvent pas créer autant de monnaie scripturale qu'elles le souhaitent. Elles sont contraintes par la quantité de monnaie centrale. Elles peuvent créer, disons, 5 fois plus de monnaie scripturale qu'il n'existe de monnaie centrale. Or, cette monnaie centrale, c'est la banque centrale qui l'a créée. Donc, même si les banques privées peuvent créer de l'argent, eh bien, ces dernières demeurent sous le contrôle de la banque centrale de la zone monétaire en question. Les banques privées sont muselées, elles ne font pas ce qu'elles veulent. Ok, je crois que je me rappelle, mais du coup, faut pas modifier notre schéma? Pas forcément. On a dit que la quantité de monnaie dans notre économie était de 1000. Pour simplifier les choses, je vais considérer qu'il n'y a que de la monnaie scripturale là-dedans. Il n'y a pas de pièces ni de billets. C'est que de la monnaie créée par les banques commerciales. Puisque cette quantité de monnaie est nécessairement basée sur la quantité de monnaie centrale, et qu'on a dit qu'il y avait un coefficient multiplicateur imposé, ici on a dit que c'était 5, mais ça pourrait être différent, eh bien, ça veut dire que la banque centrale de notre économie a initialement créé 200 de monnaie centrale. Et ensuite, les banques commerciales n'ont fait que multiplier ce montant par 5. Donc, si j'ai tout suivi, ça veut dire que dans notre exemple, les banques normales ne peuvent pas créer plus de monnaie scripturale, quoi. Elles sont déjà au max, en fait. C'est ça. Et en 2017, pour favoriser la croissance, la banque centrale pourra créer un petit peu plus de monnaie centrale. À ce moment-là, les banques s'empresseront de créer à leur tour de la monnaie scripturale via de nouveaux prêts pour les ménages et les entreprises. Avec plus d'argent dans le système, si la vitesse de circulation de la monnaie reste la même, autrement dit, si on arrive toujours à faire 3 tours de circuit, eh ben on devrait réussir à avoir plus de PIB. Eh ben voilà, c'est cool, mais en fait c'est tout simple. Encore une fois, ici je te rappelle qu'on a simplifié pas mal de trucs. On n'a pas parlé des taux d'intérêt qui, mine de rien, jouent un rôle dans la création monétaire. On n'a pas parlé de l'inflation, on n'a pas parlé des ratios prudentiels imposés aux banques, on n'a pas parlé du marché interbancaire, on n'a pas parlé de plein de trucs. Mais à un moment donné, c'est de la vulgarisation, il faut bien simplifier. Non mais là je déconne, j'ai la tête qui va pas tarder à exploser. Tant mieux, parce qu'avec ce que je vais rajouter maintenant, on devrait arriver à l'explosion sans trop forcer. On vient de décrire un modèle dans lequel les banques commerciales et les banques d'affaires ne sont que des intermédiaires. D'après ce modèle, qui je te le rappelle est utilisé par la majorité des économistes, le monde de la finance ne pose aucun danger. Premièrement, les banques doivent prêter l'argent de l'épargne parce que l'épargne est rémunérée. Donc si on ne prête pas cet argent, eh bien, les banques ont des dépenses d'un côté mais pas de revenus de l'autre. Donc les banques sont forcées de faire circuler l'argent dans l'économie, ce qui est une bonne chose. Deuxièmement, les banques doivent prêter avec sagesse, puisqu'on a vu qu'elles sont en mauvaise posture si les emprunteurs se mettent à faire défaut. Encore une fois, c'est une bonne chose, ça veut dire que seuls les projets rentables et bien ficelés seront financés. Et puis troisièmement, la masse monétaire est une caractéristique très importante pour favoriser la croissance. Et les banques peuvent faire varier cette masse monétaire, mais elles ne peuvent le faire que sous un contrôle très strict de la part de la Banque centrale. Conclusion, si le système n'est pas complètement parfait, on doit quand même pas être trop loin. Et la crise des subprimes alors? La crise des subprimes, c'est la finance qui s'enrhume. C'est un caillou qui vient se mettre dans les engrenages de notre case investissement et qui la paralyse pendant un temps. Les gens se mettent à faire défaut sur leur crédit immobilier aux États-Unis. À cause du mécanisme de la titrisation qu'on a décrit dans l'épisode d'avant, eh bien ces défauts impactent tous les financiers de la planète, donc tous les épargnants de la planète. Or, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les défauts ne posent pas de problème au niveau macroéconomique. L'argent ne disparaît pas, simplement. Au lieu de retourner dans la poche de A qui avait prêté l'argent au début, il reste dans la poche de C qui le possède en ce moment. Le problème, c'est que pour A, ce non-remboursement, c'est une perte. Il va blâmer sa banque. Donc les banques se retrouvent à devoir énormément d'argent et sont à deux doigts de faire faillite. Du coup, elles ne jouent plus leur rôle d'intermédiaire correctement et une partie de l'argent qui normalement circule en passant par la case investissement se met à stagner. Or, si une partie de cet argent stagne, eh bien le PIB en pâtit puisque les sommes qui continuent de tourner et qui incrémentent le compteur de PIB sont désormais plus faibles. On pourrait envisager une accélération de la circulation de l'argent qui n'est pas bloquée, mais quand les gens paniquent parce qu'ils ont peur de perdre leur économie, ils n'ont pas tendance à accélérer leurs dépenses. Au contraire, la vitesse de circulation de la monnaie peut se voir comme un genre de baromètre de l'état psychologique d'une population. Quand ça va mal, ça baisse, et quand ça va bien, ça augmente.
Finalement, pour les économistes orthodoxes, la crise des subprimes, c'est une crise technique qui n'aurait pas dû arriver, une espèce d'anomalie statistique. Un peu comme si on jouait à pile ou face et que la pièce tombait sur face 150 fois de suite. C'est possible, mais c'est très peu probable, et surtout, c'est imprévisible. Quoi, tu veux dire que le monde de la finance n'a aucune responsabilité dans toute cette histoire? Si, évidemment. Les banques ont oublié que si la quantité de dette n'a pas d'importance, le défaut des emprunteurs, lui, a une sacrée importance. Mais le nombre d'acteurs qui est allé dans le sens de cette boulette est tellement important qu'on a du mal à croire que personne n'ait vu venir le danger. Et je te parle pas que des banques, on pourrait aussi blâmer les ménages qui ont accepté des prêts immobiliers qu'ils ne comprenaient pas, ou qui leur permettaient de passer pour riches l'espace d'un instant, mais qui allaient les mettre en danger sur le long terme. Finalement, l'explication c'est que tout le monde est devenu fou, les banques, les ménages, les investisseurs, alors que normalement ils sont supposés prendre des décisions rationnelles. Du coup, ça arrive, mais ça arrive rarement. Et c'est encore plus rare que ça arrive à tout le monde en même temps. Donc cette crise de subprime, c'est une anomalie statistique qui est intervenue dans un système économique ultra complexe, mais qui normalement est parfaitement stable. Et donc du coup, personne n'a pu prédire la crise des subprimes. Ah bah voilà, merci. Tout ça pour ça. C'est pas ce que je disais au début de la vidéo? Oui, mais certains économistes ont quand même prédit la crise, et ils ne l'ont pas fait en analysant les mécanismes complexes de la finance. Ils l'ont fait en utilisant un modèle économique différent de celui que je viens de te décrire. Ah ouais. Ok, vas-y, c'est quoi ce modèle? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça dans le prochain épisode. Pour le moment, je reprends un peu tout ce que je viens de te dire. Les modèles économiques dominants utilisés par les néoclassiques et les nouveaux keynésiens ne prennent pas en compte la quantité de dette dans une économie. La raison est simple, la dette, c'est de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes. Avant de pouvoir être prêté, l'argent doit d'abord être gagné. On a vu comment l'argent circulait dans l'économie et on a vu que ce sont systématiquement les revenus qui permettent de générer de la dette. S'il y a plus de dette, ça veut nécessairement dire soit que les acteurs économiques gagnent plus, c'est le PIB qui augmente, c'est la croissance, soit qu'ils prêtent plus, c'est le taux d'épargne qui augmente. Donc il suffit de surveiller le taux d'épargne et le PIB pour tout contrôler. La dette en elle-même n'est qu'un sous-produit de ces deux facteurs. La création monétaire est une autre manière de créer de la dette, mais cette création se fait sous le contrôle absolu de la banque centrale. Celle-ci commence par créer de la monnaie centrale, puis les banques commerciales créent à leur tour, via des prêts, de la monnaie dite scripturale qui sera ensuite utilisée dans l'économie. Cette quantité de monnaie scripturale qui est ajoutée à la masse monétaire est tout à fait prévisible, il s'agit d'un simple effet multiplicateur. Or, le coefficient qui multiplie la monnaie est fixé par la banque centrale, ce qui fait que la banque centrale contrôle tout ce qui se passe. Les banques commerciales et les banques d'affaires ne sont que des intermédiaires, et elles ont toujours intérêt à prêter l'argent de l'épargne, ce qui facilite la circulation de la monnaie et donc permet à celle-ci de venir incrémenter le compteur de PIB. Et puis les banques ont également tout intérêt à ne financer que des projets financièrement viables, puisque les défauts ne sont pas bons pour le business. Finalement, la crise des subprimes, c'est une anomalie statistique, une réaction complètement anormale des acteurs financiers qui, peut-être à cause de la complexité des choses, ont perdu de vue le manque de rationalité de ce qu'ils faisaient. Toujours est-il que, via un mécanisme de titrisation, une bonne partie du monde a plus ou moins goûté aux joies des défauts de paiement de la part des emprunteurs américains, la finance n'a plus fonctionné correctement et du coup, l'argent s'est arrêté de circuler de façon fluide dans l'économie. Or, la circulation de la monnaie dans une économie, c'est la base. Si celle-ci est impactée, on va avoir une baisse du PIB. Or, une baisse du PIB, c'est une baisse des revenus des entreprises et des revenus des ménages. Si les entreprises gagnent moins de sous, elles vont verser moins de revenus, dividendes et salaires, mais s'il y a moins de dividendes et de salaires, il va y avoir moins de consommation, donc moins de revenus pour les entreprises, donc moins de dividendes et moins de salaires, etc., etc. Cela dit, si la crise des subprimes n'était pas prévisible, alors comment ça se fait que certains économistes l'aient vu venir? Si la dette n'est qu'un sous-produit du PIB, c'est-à-dire des revenus de la population, alors comment expliquer ce graphique que je t'ai montré au début, avec la dette qui augmente toujours plus vite par rapport aux revenus? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui cloche dans notre modèle? Eh bien, on va voir ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième vidéo, la suite devrait sortir très prochainement, peut-être même que je la sortirai en même temps que cet épisode, je ne sais pas encore. Vous avez remarqué qu'en décrivant le fonctionnement de l'économie, on a parlé de création monétaire, et vous allez voir que ça va jouer un rôle encore plus important dans le modèle qui sera décrit dans la vidéo suivante. Donc, comme le sujet est central, je me suis associé avec le site d'information C'est Factuel pour que vous ayez accès à une infographie détaillée qui explique comment la monnaie est créée dans l'économie. L'idée, c'est que les choses vous soient expliquées d'une manière encore un petit peu différente de ce que j'ai pu faire, afin que cette histoire de création monétaire soit vraiment la plus claire possible pour vous. Vous trouverez donc le lien de l'infographie dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, commenter, liker, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, partagez la vidéo. Les t-shirts de l'épisode sont dans la description. Un gros bisou qui pique aux tipeurs qui continuent de me soutenir financièrement pour que je puisse pondre de bons gros épisodes bien hardcore comme celui-là. Et à très vite pour le dernier épisode de cette série sur les subprimes.